Bonjour à tous, nous entamons ici une série de vidéos dans lesquelles nous allons parler de statistiques descriptives à une variable. Les statistiques, c'est quelque chose d'en fait très large, c'est pour ça qu'on le met au pluriel d'ailleurs, les statistiques, parce que on peut vouloir récolter des données sur une population, les mettre en forme, nous allons faire une brève introduction sur cette première diapo, mais on peut aussi vouloir prendre un échantillon d'une population inconnue pour ensuite essayer d'extrapoler à la population les résultats trouvés sur un échantillon. Nous pouvons aussi examiner deux éléments sur chaque individu pour ensuite croiser les résultats de ces deux éléments, voir s'il y a une corrélation entre eux. Bref, on peut faire beaucoup de choses en statistique et ici nous allons nous cantonner à des statistiques descriptives à une variable. Nous allons voir ce que ça implique. D'abord, nous avons une population qui n'est pas forcément formée d'individus humains, évidemment, hein. Ça peut être une population d'arbres, d'objets fabriqués, de fruits récoltés, etc. Et évidemment aussi d'humains. Nous avons dans cette population un certain nombre d'individus à partir desquels nous allons prendre des informations, donc récolter des données. Le type de données récoltées s'appelle un caractère. Et à partir du moment où nous faisons des statistiques appelées à une variable, nous allons récolter simplement une donnée par individu. Nous allons voir évidemment par la suite la différence entre le caractère et la variable. C'est une différence assez ténue, mais enfin qui mérite d'être expliquée. Qu'est-ce que l'on fait une fois qu'on a récolté des informations sur nos individus? Eh bien, il faut les mettre en forme. On les met en forme de diverses manières. D'abord, pourquoi pas sous forme d'un tableau, où les choses seront le plus clairement lisibles possible. Et puis évidemment, la mise en forme statistique, c'est aussi sous forme de graphiques ou de schémas, de diagrammes, bref, tout ce qu'on peut essayer d'imaginer comme forme de représentation de données, aussi intelligible que possible suivant le cas de figure. Ces résultats étant mis en forme, on ne s'arrête pas là. En statistique descriptive, on en profite pour, lorsque c'est possible, calculer un certain nombre de paramètres. Des paramètres comme des paramètres de position, le mode, la médiane, la moyenne, c'est-à-dire, on les appelle aussi paramètres de tendance centrale, une valeur unique qui est là pour décrire à sa manière l'ensemble des résultats récoltés. Des paramètres de dispersion, comme l'étendue, l'écart interquartile, pardon, l'écart absolu moyen ou l'écart type. Bref, la façon dont les différentes valeurs observées sont dispersées parmi les différents individus. Et puis également des paramètres de forme qui sont là, si vous regardez le petit graphique qui s'affiche à droite, pour nous montrer si on a une répartition, une distribution des résultats plutôt pointue ou plutôt uniforme, plutôt asymétrique ou plutôt symétrique, etc., etc. Donc nous allons sur une série de vidéos voir tous ces éléments-là, point par point, et ne pas déborder de ce cadre. Parce que si on essaie d'en déborder, encore une fois, on va sur d'autres chapitres de statistiques qui feront l'objet d'autres séries de vidéos. Commençons tout de suite par la description de la récolte des données et de la mise en forme sous forme de tableau. Et on verra que déjà, on a un certain nombre de questions à se poser. Les statistiques étant un domaine qui est longtemps resté à part en mathématiques, nous avons un vocabulaire qui est très spécifique à ce domaine-là, et donc il convient dans un premier temps de maîtriser ce vocabulaire et de dire exactement ce qu'on a envie de dire avec les bons termes. Nous avons d'abord ce qu'on appelle une série statistique, c'est-à-dire une liste de résultats obtenus. Et là, on va s'apercevoir tout de suite que il existe deux types de caractères que l'on a envie d'étudier sur les individus d'une population, des caractères qualitatifs et des caractères quantitatifs. Les caractères quantitatifs correspondent à des choses qui ont été mesurées, et donc des résultats chiffrés, alors que les caractères qualitatifs sont justement tout le reste. Les caractères qualitatifs, par exemple, ça peut être le groupe sanguin. On a ici une répartition des Français suivant leur groupe sanguin. Alors, ce sont des données qui évoluent, hein, ce tableau a quelques années, mais enfin, c'est à peu près réaliste par rapport à ce qu'on peut observer aujourd'hui. Nous avons donc un caractère étudié qui est le groupe sanguin, et la liste des résultats obtenus va s'appeler la variable. Comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est variable d'un individu à un autre, tout bêtement. Et on voit effectivement que le caractère étudié ici n'est pas
quantitatif. Les résultats obtenus ne sont pas des nombres, des résultats de mesure, mais ce sont ici simplement des lettres O, A, B et AB, 4 groupes sanguins différents. En dessous de ces groupes sanguins, nous devons établir la répartition de la population telle qu'elle a été observée dans notre étude. Cette répartition ici, c'est faite sous forme de pourcentage de la population. Alors on dirait plutôt des taux, hein. C'est pour ça que ce terme de taux apparaît. 44% par exemple n'est pas un pourcentage mais c'est un taux. Et nous avons ici une répartition qui ne donne pas le nombre d'individus, mais simplement le taux que chaque catégorie représente dans la population. Ça s'appelle une fréquence en statistique. On dira par exemple que les groupes sanguins O et A sont très fréquents, alors que les groupes B et AB sont peu fréquents dans la population française. Un caractère quantitatif maintenant, ça peut être par exemple ici le classement d'entreprise en fonction de leur nombre d'employés. Donc faisant apparaître le tableau correspondant, et là on s'aperçoit qu'on a décidé de distribuer les entreprises, deuxième ligne du tableau, non pas en fonction du nombre exact d'employés que chaque entreprise possède, parce que ça aurait fait un tableau trop grand, mais regroupés dans ce qu'on appelle des classes, 50, 80, 80, 100, 110, 110, 150. Et donc on a rangé un certain nombre d'entreprises dans des classes plus ou moins larges, ce qui fait qu'on a perdu de l'information d'ailleurs, hein. Par exemple, les 57 entreprises qui se trouvent dans la première colonne, on ne sait plus exactement combien d'employés elles ont. Mais disons que pour des raisons simplificatrices de lecture, on a décidé de créer un tableau à pas énormément de colonnes. Ici, 4 colonnes. Au niveau du vocabulaire, on a toujours donc le caractère étudié, qui est le nombre d'employés, les résultats obtenus, qui vont de 50 à 150 entre guillemets. Ici, c'est donc notre variable. Et on peut s'apercevoir dès à présent que lorsqu'on crée une classe, on a systématiquement un crochet fermé à gauche et ouvert à droite. Ce qui signifie que les 57 entreprises qui se trouvent en dessous ont de 50 à 79 employés. Les 72 entreprises suivantes ont de 80 à 99 employés. Bon, et ainsi de suite. Ici, notre variable est quand même discrète dans l'essence, c'est-à-dire que ici, il s'agit de nombres entiers. Les nombres d'employés dans une entreprise sont des entiers, et donc ouvrir le crochet sur 80, ça veut dire s'arrêter à 79. Évidemment, on peut mesurer autre chose qu'un nombre d'employés, par exemple la masse d'un objet, où à ce moment-là, ouvrir le crochet sur 80 signifie qu'on peut aller jusqu'à 79,9999 et ainsi de suite. Donc parfois on travaille avec des réels, parfois on travaille avec des entiers, ou avec une liste discrète quelconque. Et donc, la position du crochet a quand même son importance, ou plutôt l'orientation du crochet. En deuxième ligne, nous avons mis cette fois-ci les nombres d'entreprises constatées dans notre étude, il y en a en tout 300. Ce ne sont plus des taux, donc des fréquences. Donc ça va porter un nom différent, on va appeler ça des effectifs. Les nombres d'individus sont des effectifs, et la proportion ou le taux représentant chaque nombre dans la population, et donc dans l'effectif total, 44% par exemple, 45,3 va s'appeler une fréquence. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça une variable continue? Bien que les données soient forcément une liste discrète, 50, 51, 52, 53 et ainsi de suite, on appelle quand même ça une variable continue à partir du moment où on a décidé de créer des classes. Donc les fameux intervalles qui apparaissent. C'est un choix qui est parfaitement arbitraire, on aurait pu donner toute la liste des résultats avec toute leur précision, mais donc on décide quand même de créer une variable qui va s'appeler ici continue. Qu'est-ce que ça peut donner en variable discrète? Imaginons que on recherche le prix de vente d'un téléphone portable et qu'on aille dans 20 magasins constater que, il y a 5 prix différents pratiqués. Donc on a ici la distribution des magasins en fonction du prix constaté. Cette fois-ci, on a une vraie, entre guillemets, variable discrète, dans la mesure où on n'a plus d'intervalle, mais simplement une liste de valeurs séparées. Nous avons toujours le caractère étudié, le prix du téléphone portable, la variable, les résultats qui ont été mesurés, et enfin en dessous, la distribution des individus, qui sont ici les magasins, en effectif et non pas en fréquence. Donc voilà pour le vocabulaire de base
des données qu'on peut récolter et chaque tableau s'appelle une série statistique. On va maintenant aller voir de plus près le cas de figure numéroté 1 ici. Je les numérote 1 et 2 puisque dans les différentes vidéos, on va reprendre très régulièrement ces deux exemples en les numérotant toujours de la même manière. Qu'est-ce qui se passe dans le cas numéro 1, le tableau du milieu? Eh bien justement, on a cette perte d'informations liée à la formation des classes qui représente un problème et qui va nous obliger à faire une hypothèse. Lorsqu'on est en variable continue, donc, on va s'intéresser à essayer de décortiquer un peu ce qui pourrait se passer dans chacun de ces intervalles, chacune de ces classes. Donc les classes, je les nomme d'une manière générale S indice I, T indice I. Donc en nommant S et T la borne inférieure et la borne supérieure de la classe, et I servant de numérotation de numéro de classe. D'accord? Donc j'ai ici par exemple S1 T1 50-80, S2 T2 80-100 et ainsi de suite. La variable, j'en profite pour dire qu'elle va s'appeler x d'une manière générale en statistique, de la même façon qu'on nomme x la variable d'une fonction. L'hypothèse que l'on va devoir faire, qui est la moins mauvaise possible, c'est que les individus d'une classe se répartissent d'une façon homogène dans celle-ci. Par exemple, les 57 entreprises, je considère que, eh bien, il y en a autant qui ont 50 employés que 51, que 52, que 53, jusqu'à 79. Je n'ai aucune raison de penser a priori qu'il y ait plus d'entreprises vers 50 employés que vers 80, ni le contraire. Donc on considère systématiquement cette répartition uniforme et on va voir ce que ça implique en termes de définition supplémentaire. D'abord, l'amplitude de la classe va être une notion importante pour nous, c'est-à-dire quelle est la largeur de cette classe. La largeur de la classe, l'amplitude, c'est simplement le résultat de la soustraction t-s. Par exemple, pour la première classe du tableau, je calcule 80 - 50 et je trouve 30. Alors, on pourrait se dire, oui, mais puisque le crochet est ouvert sur 80, on s'arrête à 79, et donc on ne va que de 50 à 79 en réalité. Et c'est vrai, sauf que si on calcule 80 - 50, résultat 30, on compte exactement le nombre d'unités que contient la classe. On peut compter sur ses doigts, hein, on ne va pas le faire ici, mais si on compte 50, 51, 52, 53, etc. et qu'on s'arrête à 79, il y a effectivement 30 unités différentes dans la classe. Et donc, cette convention de crochet fermé, crochet ouvert, nous assure que par cette formule simple, on compte réellement le nombre d'unités présentes dans la classe. Qu'est-ce qui peut nous intéresser aussi dans une classe? Eh bien, si on considère que 57 entreprises ont entre 50 et 80 employés, eh bien, et qu'elles se répartissent d'une manière uniforme, bien sûr, eh bien, on peut considérer que ces 57 entreprises ont en moyenne le nombre d'employés qui est en plein centre de la classe. Donc la valeur centrale de la classe est quelque chose d'important pour nous. C'est ce qu'on va appeler la modalité. Alors bien sûr, en variable discrète, les prix des téléphones portables avec les magasins, la modalité est directement visible. Ici, si on doit avoir recours à une modalité, il faudra que ce soit le centre de la classe. On va l'appeler xi, bien sûr, puisque c'est une valeur de x, et il s'agira simplement de calculer la moyenne des deux bornes de l'intervalle. Qu'est-ce qui nous intéressera aussi? Eh bien, c'est le nombre d'individus que l'on va pouvoir placer sur chaque unité dans la classe. Puisque on affirme, ou plutôt on fait l'hypothèse que les individus se répartissent d'une manière homogène dans la classe, eh bien si je veux le même nombre d'entreprises sur 50 employés, ou 51, ou 52, ou 53, etc., je vais devoir diviser 57 par le nombre d'unités, et donc par 30. Je vais obtenir à ce moment-là ce que j'appelle la concentration des effectifs, donc nombre d'individus par unité dans la classe, en divisant l'effectif par l'amplitude. Alors vous voyez que de nouvelles notations apparaissent, une nouvelle en tout cas ici, n indice i, c'est avec cette lettre-là que l'on note l'effectif constaté dans une des colonnes du tableau. Donc 57 c'est N1, 72 pour N2, 63 c'est N3 et 108 c'est N4.
Bref, chaque effectif divisé par chaque amplitude va me donner la concentration, le nombre d'individus par unité dans la classe. On notera aussi qu'on peut calculer une concentration des fréquences. On n'est pas obligé de parler en effectif dans une série statistique, mais on peut parler en fréquence. Et donc si par exemple on disait, en prenant 72 ici, que ça représente en fait 72, qu'est-ce que ça va représenter? 24% des 300 entreprises. Eh bien les 24% peuvent se répartir sur les 20 unités qui sont dans la classe. Donc en divisant tout simplement par 20 hein, et en disant finalement que on divise la fréquence par l'amplitude au lieu de diviser l'effectif par l'amplitude. Donc on aura un petit bout de pourcent dans chaque unité de l'intervalle. Une nouvelle notation apparaît encore une fois, F indice I, qui bien entendu signifie fréquence. Voilà, une chose était apparue en plus, le calcul de moyenne. Alors effectivement, je peux faire une dernière remarque sur cette diapo. C'est que si on a besoin des amplitudes des classes et des concentrations dans les classes pour réaliser un certain nombre de graphiques, la valeur centrale, elle, donc la modalité, n'apparaît jamais dans des graphiques. Elle ne nous intéresse pas quand il s'agit d'une variable continue, bien sûr. Par contre, elle est utile au calcul d'une moyenne, entre autres. Pour calculer des paramètres, oui, là, la modalité va avoir son importance. Si on considère que les 57 entreprises ont en moyenne 65 employés, valeur centrale de la classe, les 72 entreprises ont en moyenne 90 employés, et ainsi de suite, on va effectivement avoir recours à ces modalités pour calculer la moyenne générale de l'ensemble de la série statistique. Voyons maintenant une application avec un tableau déjà préparé. Je reprends toujours l'exemple des entreprises distribuées par nombre d'employés et regardons un peu tout ce qu'on pourrait calculer à partir de ce tableau vu les définitions qu'on a faites juste avant. Les classes donnent lieu d'abord au calcul des modalités qui sont leurs valeurs centrales et à leurs amplitudes qui sont leurs largeurs. Les valeurs centrales, comme on vient de le dire, sont 65. Alors, si vous ne voyez pas tout de suite la valeur centrale d'une classe, vous pouvez calculer la moyenne, 50 plus 80, le tout divisé par 2, et ainsi de suite. Au centre de 80 et 100, on a 90, entre 100 et 110, on a 105, entre 110 et 150, 130. Les largeurs, elles, résultent des soustractions. 80 moins 50, ça donne 30, 100 moins 80, ça donne 20, et ainsi de suite. Les effectifs sont notés N indice I, ils sont présents dès le départ. On peut calculer grand N l'effectif total. Il s'agit de les additionner toutes les 4, 300. On en profite aussi dans cet exemple pour parler de effectifs cumulés croissants. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les effectifs vont être cumulés progressivement de la gauche vers la droite du tableau en commençant à 0. Alors vous voyez que les cases sont décalées ici et évidemment c'est fait exprès. On va considérer que on va travailler de bord à bord de chaque classe, donc en dessous de chaque trait vertical du tableau. D'abord, on a vu aucune entreprise, donc il y en a 0. Arrivé au bout du premier intervalle, on en a vu en tout 57. Arrivé au bout du deuxième intervalle, on en a vu en tout, depuis le début, 57 plus 72. Et ainsi de suite. Donc on va cumuler les effectifs progressivement pour partir de 0 et pour arriver évidemment à 300, puisque arrivé au bout du tableau, on a tout vu. Voilà, donc on peut avoir des effectifs, on peut aussi avoir des effectifs cumulés, et chaque notion étant importante pour tel ou tel type de graphique. Que donnent les concentrations? Alors, rappelons-nous, diapo précédente, les concentrations représentent le nombre d'individus qu'on va pouvoir placer sur chaque unité de chaque classe. 57 entreprises vont devoir être divisées par 30 pour donner un nombre d'entreprises par unité. C'est une moyenne, donc le résultat est décimal, mais ça n'est pas très important. C'est même plutôt inévitable. Les 72 entreprises à côté vont devoir être réparties sur 20 unités, donc je vais diviser 72 par 20, et ainsi de suite. Et on trouve ça. Et là, on s'aperçoit qu'on a une très forte concentration sur la troisième classe, 110, où effectivement on avait observé 63 entreprises, ce qui est beaucoup, mais ce qui n'est pas l'effectif maximal. On a à côté un effectif de 108 par exemple, qui est beaucoup plus fort. Oui, mais
on a 108 entreprises sur une classe qui est 4 fois plus large que la précédente. Et donc on peut supposer que la raison principale pour laquelle on a beaucoup d'entreprises ici, c'est aussi parce qu'on a décidé de créer une classe très large pour terminer le tableau. C'est la raison sans doute principale. Alors que 63 entreprises sur une classe qui ne contient que 10 possibilités de réponse, eh bien c'est beaucoup et ça rend compte donc d'une réalité qui va être importante pour nous pour la suite, pour un calcul de paramètres ou pour une réalisation d'un graphique. Terminons rapidement avec les fréquences. Il s'agit simplement de calculer le pourcentage, ou plutôt le taux, de ce que représente chaque effectif par rapport au total. Et quand on dit par rapport, ça veut dire qu'on divise par. Bref, tous les effectifs ou effectifs cumulés, si vous les divisez par 300, vous obtenez les fréquences et les fréquences cumulées. Ça nous donne quoi? Ça nous donne ces résultats-là, 0,19, 0,24, 0,21, 0,36, et en cumulé, voilà ce qu'on obtient, quelque chose qui évolue de 0 jusqu'à 1. Alors effectivement, hein, les effectifs cumulés, si je prends le maximum, 300, lorsque je redivise par 300, j'obtiens 1. On peut être plus à l'aise pour visualiser ces valeurs-là en pourcents, et donc 0,19 par exemple peut être écrit 19%. Ça n'est pas une transformation d'écriture, c'est le même nombre. D'accord? 19% signifie, je le rappelle, 19 sur 100. Résultat 0,19. Donc soit on écrit les fréquences en décimales comme ici, soit on les écrit sous forme de pourcentage avec le signe pourcent derrière, donc 19%, et ça sera évidemment le même résultat. 1 tout en bas à droite représentant 100%. Voilà pour les premières définitions, la représentation d'une série statistique sous forme de tableau avec les données qui peuvent être intéressantes. Et bien entendu, ce gros tableau représente ce qu'on pourrait faire à partir d'une variable continue qui implique de calculer amplitude et concentration et qui donc donne lieu à des choses un petit peu plus compliquées que si on était en variable discrète ou en caractère qualitatif. On se retrouvera pour une deuxième vidéo dans laquelle on parlera de représentation graphique. À très bientôt.